Bonjour Catalina. Bonjour Isabelle. Alors, je suis ravie de te compter parmi mes mamans du monde. Aujourd'hui, avec toi, on va encore voyager et ça ça me plaît beaucoup, beaucoup. Et puis, tu es aussi une maman qui est très chère à mon cœur parce que tu fais partie des mamans qui m'ont fait confiance au début de mon activité. Et quand je vois le chemin parcouru, moi, je suis très, très reconnaissante de ça. Moi aussi, merci pour avoir fait cette invitation pour que tous les mamans qui voulaient partager son expérience et c'est vraiment très chouette pouvoir faire le comparatif et vraiment et ça peut servir à quelqu'un d'autre comme une source d'inspiration, mais aussi pour trouver les moyens de savoir et les personnes qui veulent nous accompagner et qui s'adaptent à nous en fait. Moi, je trouve que c'est Et puis moi, je dis toujours, on a plein de façons de faire et on a l'impression toujours des fois d'être qu'il n'y a qu'une solution. Et puis ben, quand on va chercher dans d'autres régions du monde, les personnes, elles font autrement et ça marche. Et c'est chouette comme source d'inspiration en tout cas. Oui, voilà, c'est la diversité qui fait la richesse. C'est ça, c'est ça. Donc toi, Catalina, tu es née en Colombie. Euh, Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et expliquer aux personnes qui vont écouter ben, où est-ce que tu as grandi, si tu as grandi plutôt à la ville, à la campagne, si tu avais des frères et sœurs. Enfin voilà, explique-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi. Alors, ben, moi, je suis colombienne, donc moi, je suis née à Bogota, c'est la capitale, donc c'est la ville, la capitale de la Colombie, donc on peut voir un peu contexte un peu pareil, beaucoup de trafic, des bâtiments, vraiment la ville, quoi. Donc, moi, je suis née un petit peu dans ce contexte-là. Et en Colombie, vraiment, j'ai vécu jusqu'à que j'avais 25 ans. Et entre-temps, j'ai fait quelques séjours à l'étranger. Je suis partie en Asie un petit peu, je suis partie aux États-Unis, mais c'était des courts séjours. Jamais pour dire je quitte mes valises et je prends mes valises ailleurs, comme ça passait quand j'ai venu en France. Et du coup, c'est un peu ça, ce contexte-là, donc un peu le contexte de la ville. Moi, je suis fille unique, donc j'ai grandi vraiment toute seule et j'ai jamais, ce qu'ils disent mes parents, j'ai jamais dit vraiment avoir le besoin d'avoir des frères et des sœurs parce que bah, du coup, j'ai grandi aussi avec mes cousins, mes cousines et j'ai jamais ressenti ce besoin vraiment de demander un petit frère, un petit sœur. Et c'est vraiment en Colombie, on est vraiment très familial. Donc, on a beaucoup de repas tous les dimanches, tous les week-ends. Donc, j'ai vraiment grandi vraiment en cette famille-là. Et c'est vraiment quand je suis partie à l'étranger que je me suis dit, ah, oui, tout seul. Donc, c'est un peu ce contexte-là. Donc, la Colombie, c'est un peu aussi, même si c'est la ville, c'est entouré de nature. Et c'est là aussi dont j'ai choisi bah, ma profession de base, qui est moi, je suis biologiste. Donc, où je suis partie. Et après, j'ai continué un peu à droite à gauche, à m'intéresser un petit peu à l'humain, à la médecine. Donc, j'ai choisi un petit peu côté labo. Et finalement, à un moment, j'ai décidé que je m'ai toujours dit que je voulais partir à l'étranger pour faire mes études ailleurs. Et un séjour touristique, on va dire, des jours à Paris avec ma famille, j'ai visité une université et j'ai dit, un jour, je vais venir faire des études ici. C'était l'université où Marie Curie aussi avait commencé à créer son labo, que c'est la Sorbonne aujourd'hui. Et du coup, pour moi, c'était une source d'inspiration. Mais c'est ce type de choses que tu te dis, un jour, je vais venir là. Et se sont passés 10 ans, plus ou moins, après. Et 10 ans après, bah, j'arrive à trouver un master qui me convenait pour partir en France. Donc, c'est un peu ça, comme j'ai quitté un, vie, un peu Bogota pour venir à Paris. Et après, d'avoir décidé de commencer à faire mes études, tout commence à s'enchaîner. Donc, moi, j'ai fini pour faire un doctorat. Après, j'ai rencontré l'amour. Et en rencontrant l'amour, et j'ai décidé de faire une famille. Bah oui. Et petit à petit, les choses sont comme ça. Et j'ai plus retourné en Colombie. Donc, mes parents toujours me disent, mais tu avais dit que dans un an, tu reviendrais. Et ça fait déjà 10 ans et que j'ai pas tourné. Donc à l'adolescence, finalement, tu découvres Paris avec tes parents et puis dans ta tête, tu te dis un jour, je viendrai faire mes études là sans y croire trop forcément. Et puis un jour,
vraiment le destin fait que tu trouves les études et tout qui te correspondent vraiment et tu dis, bah, Oui, c'est un peu, moi j'étais toujours fascinée en fait. Moi j'ai choisi la science parce que bah, c'est vraiment une passion, mais c'est surtout un domaine où lesquels tous les femmes ne sont pas mises en valeur au cours de l'histoire, hein. Et pour moi, devenir scientifique, c'était vraiment, waouh, c'est une super fierté, mais en même temps, c'était donner cette graine ou montrer à d'autres personnes, aux autres filles, qui on peut devenir tous des grands scientifiques. Et un modèle pour moi, c'était toujours Marie Curie. Enfin, pour moi, c'est vraiment les stars, quoi. ouais, Donc, pouvoir avoir déjà deux nouvelles et tout ce qu'elle a vécu, même en temps personnel, pour son travail et tout ce que son apport scientifique a fait aujourd'hui, ben, c'était une super source d'inspiration. Donc, mais c'est ce type de choses qu'on se dit un jour et qu'on met cette intention dans l'univers, Dieu, le ciel, tout. ouais. Voilà. Et c'est là où on se dit qu'un bah, un jour, ça deviendra. Mais quand je rencontre l'histoire, je me suis aperçue vraiment après, en fait, en venant ici à Paris, en les vivant, que je me suis dit, ah, c'était là où je visitais avec mes parents, en fait. C'était tous les choses, tous les étoiles se sont alignées. Et c'est vraiment comme c'est parti, cette histoire-là. Et finalement aussi, et l'effet de changer de pays, bah, ça t'amène beaucoup de challenges. Je pense que c'est une décision très enrichissante, mais je trouve que c'est pas une expérience non plus pour tout le monde. Et il faut quelque chose quand même d'adaptation aussi. C'est pas simple. Venir, ne pas parler la langue. Même idérien, au moment que je décrivais mes débuts un petit peu, c'était comment, on va dire, je me mets un peu une tenue pour confronter le monde et trouver vraiment dans ma boîte outils comment est-ce que je vais m'en sortir. Donc, c'est là quelque chose qui est une expérience super enrichissante, mais en même temps, il faut quand même une passion pour la vivre. Il faut vraiment avoir ce désir de, allez, j'y vais. Et donc, quand tu es arrivé, tu parlais que quelques mots de français ou dans quelles conditions? Oui, de base, c'est obligatoire en fait pour demander une visa d'études. Il faut que tu fasses un minimum des heures. C'était 10, 15 heures, un tout moins comme ça. Mais en gros, ben, de ces 10, 15 heures, en réalité, même si on fait un examen, je sais dire bonjour, je m'appelle Catalina, je suis perdue et il est où le métro? Vraiment, c'est le truc de base, quoi. Et donc, j'ai pris quand même une année pour faire que du français dans un cours que quelqu'un m'avait conseillé pour vraiment me mettre en place et en sachant que mon master, par exemple, il était pas, parce qu'il y a beaucoup de parcours qui sont moitié anglais, moitié français, mais le mien, c'était que du français. Donc, j'avais pas le choix que de maîtriser. Donc, j'ai pris un année entier, oui, je pense que c'était 18 mois, un truc comme ça, pour vraiment faire du français du matin au soir. Et après, c'est vraiment de cette année de français, je me suis lancée officiellement sur le master. Ok. Et aujourd'hui, tu as quand même une super maîtrise de la langue française quand même, hein. Merci, merci. Ouais. J'ai décidé à un moment de garder, j'ai insisté à un moment de changer un peu mon accent, mais je me suis dit, bah, c'est un peu ma touche personnelle et ça montre aussi mon histoire et voilà. Ouais, ouais, super, super. Et donc, tu es arrivé quoi? Tu avais 24, 25 ans, c'est ce que tu disais? Ouais, j'avais 25 ans. Et donc après, tu as rencontré ton mari, et puis après, tu as attendu un petit garçon qui est arrivé il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué en fait dans ta grossesse ou dans ton accouchement par rapport à ce que toi, tu avais en tête de la Colombie ou ce que tu attendais de la France et qui a été complètement différent ou dans le bon sens ou dans le moins bon, hein, mais comment... Bon, j'ai une grossesse un peu difficile parce que pendant ma grossesse, mon petit a été diagnostiqué avec des pieds beaux. Et moi, j'ai une perception un peu, aujourd'hui, on voit la grossesse un peu trop Instagram. Et moi, au début, j'avais une grossesse vraiment très Instagram. Moi, la grossesse parfaite, que tu vois, tout est parfait. Je vais avoir le bébé qui va dormir, qui va manger, qui va faire tout vraiment comme Instagram, la beauté de la chose.
Ouais. Et vraiment, elle montre un peu la grossesse fashion. Enfin, c'est idéalisation. Par contre, c'est pas forcément quelque chose qui s'est lié à ma personnalité elle-même, mais j'avais un peu cette grossesse idéale. On va dire qu'on fait les photos tous les mois, que ton bidon va grandir et tout est parfait. Et j'avoue qu'à le moment que moi j'ai eu mon premier écho et le médecin, l'échographe m'a dit, ben, on voit ça, on va faire des analyses, on va confirmer. J'avoue que j'ai tout attendu. Enfin, je me suis dit, c'était pas ça ce que je m'attendais. Ça, il est où la grossesse parfaite d'Instagram? Et c'est surtout, je me sentais très vulnérable parce que à ces moments-là aussi, j'ai changé de ville. Donc, je me trouvais dans une nouvelle ville parce que j'ai eu une nouvelle opportunité professionnelle. En trouvant des professionnels de santé, même un gynéco, un médecin traitante, c'était très difficile qui acceptent de nouveaux patients. Donc, moi, avec un diagnostic comme ça, pas de médecins disponibles, à ce moment-là, j'ai dit, je veux partir chez moi. En comparaison par rapport à la Colombie, on n'a jamais un médecin qui t'a dit, je ne prends pas de nouveaux patients. En général, ils sont toujours disponibles. Et j'ai senti un peu, ça me manquait un petit peu cette chaleur humaine. Ouais, ouais. Et je me retrouvais des fois avec des professionnels un peu froides. Et j'ai remercié aujourd'hui vraiment cette première médecin qui a fait ce premier diagnostic parce que du coup, ça m'a mis les lumières. Mais je pense que c'est peut-être le système lui-même qui des fois est un peu trop froide. Mm. Donc, c'est là où j'étais comme un peu perdue. Mais comme quoi, la vie t'envoie certains challenges, mais en sachant que tu es capable de les surpasser en fait. Et justement, pendant que j'ai vécu à Paris, et moi, ma famille, elle était une famille expatriée où je suis arrivée à mes simples. Et du coup, grâce à leur système de santé, j'ai fait connaissance de l'hôpital américain. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai reçu ce diagnostic, je me suis dit que je vais commencer à chercher. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il avait un rendez-vous pour qu'on puisse faire un bilan et c'est bon. Et j'ai retrouvé un peu cette qualité des médecins qui s'occupaient, qui donnaient un diagnostic, qui discutaient avec moi, qui parlaient un petit peu plus, que me donnaient, bah, le diagnostic c'est ça, et il faut faire ça, 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 ça. Non, mais vous vous sentez comment? Comment vous pensez? Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez partager avec votre mari, on vous laisse discuter. Donc, cet échange humain, ça m'a mis vraiment un peu dire, OK, il y a des bonnes personnes et là, on va s'en sortir. Donc, c'est un peu ça mon changement un peu de maman. Donc, et du coup, finalement, j'ai remercié vraiment la vie parce que du coup, nous a mis vraiment tous les professionnels pour qu'ils s'apprennent une route. Et bah, depuis 2 ans, on s'est mis vraiment dans un bus qu'on se laisse emmener Ouais. pas à pas. Et on a trouvé vraiment des professionnels, je remercie 10 000 fois la vie, vraiment excellents et adaptés vraiment pour des tout petits. Donc, vraiment pour Emilio, on a essayé que tout soit de manière tout doux et avec la patience. On a vraiment trouvé des super professionnels. Donc, que vraiment gratitude à ça. Mais du coup, c'est au niveau de ma grossesse, ça a été un peu difficile. Mais finalement, bah, en cherchant les bonnes personnes, on a trouvé vraiment un chemin à parcourir quoi, avec mon mari. Ouais. Donc finalement, tu t'attendais pas à cette prise en charge un peu froide. Enfin, toi, tu avais tes souvenirs de Colombie où les médecins prenaient le temps. Et là, ça a été un choc de te retrouver face à des médecins qui te prennent peu de temps et qui voilà, te disent, bah, comme tu disais tout à l'heure, ça, mais votre émotionnel, comment vous vous sentez, comment vous vivez, tout ça. Oui, c'est ça. Et c'est surtout que, entre guillemets, c'était des choses qu'il fallait prendre une décision aujourd'hui au lendemain, quoi. Il va falloir que vous décidez là parce que sinon vous n'êtes pas pris en charge de demain et si vous voulez, ça. Ouais. Donc, c'était quand même en même temps difficile et c'est surtout que, même si ça faisait des années que j'étais en France, je me suis jamais pensé par rapport à comment fonctionnait le système, par rapport à la sécu, par rapport à les déclarations, par rapport à tout. Et vraiment arrivé dans ce contexte-là, je me rappelle la personne à l'accueil de l'hôpital américain qui gérait tous les papiers et tout ça, elle me dit, ne vous inquiétez pas, je vous fais tous les papiers. Donc, je pense que c'est aussi, c'est un hôpital où il y a beaucoup d'étrangers.
Donc, ils ont l'habitude de gérer tout ce type de papiers, des choses comme ça. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, quoi. Ouais. C'est soulagement parce que tout le monde, on te pose à parler à droite, à gauche et tous les gens te disent, mais si tu n'as pas tel mutuelle, si tu n'as pas. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Ça, comment quel système à où nous va nous amener? Et moi, je viens aussi d'un Colombie, que c'est un pays, la sécurité sociale n'existait pas. Donc, en Colombie, chacun, entre guillemets, on va prendre une mutuelle qui va, on va dire, prendre presque 150% parce que la sécurité sociale, en gros, n'existait pas. Et si tu n'as pas une bonne mutuelle, bah, c'est à ta charge. Donc, moi, j'avais tout ça en tête et je me suis dit, Dieu, comment est-ce que on va faire? Est-ce qu'il va falloir faire des économies? Ça. Plein de trucs que finalement, c'était quand même un choc. Mais bon, petit à petit, j'ai trouvé les personnes qui m'ont donné l'information. Mhm. Et par rapport au pied beau de ton petit garçon, tu penses que la prise en charge en Colombie, elle aurait été identique, quoi? Ils auraient détecté rapidement et vous auriez pu avoir un suivi tel que vous l'avez aujourd'hui ou... Je pense que oui, je pense que le pivot aujourd'hui, la méthode la plus reconnue, c'est la méthode Ponseti. Donc, justement, avec Emilio, on a cherché une fondation qui s'en charge des petits bons, des pivots. Et justement, étant donné son baptême cette année, on a fait une donation à cette fondation pour aider vraiment des personnes qui n'ont pas les moyens économiques de faire un traitement comme ça, qui puissent donner la capacité à d'autres enfants de les suivre. Donc, oui, aujourd'hui, il y en a un suivi des professionnels qui peuvent faire ce type de choses. Par contre, malheureusement, c'est une pathologie qui peut passer des 1 sur 1000 enfants. Donc, c'est hyper fréquent, mais on ne connaît pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est ça aussi de cette expérience d'avoir une grossesse comme ça et d'accompagner aujourd'hui mon petit par rapport à ça, c'est que j'ai découvert aussi une autre communauté et on échange aussi d'informations parce que des fois on se sent un peu seul. J'avoue qu'avec mon mari, la première chose, on se sentait vraiment seul. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui a vécu déjà ça? Nous, dans notre famille, il n'y avait pas d'antécédents, donc on disait comment on fait. Et heureusement, il existait les réseaux sociaux. Donc, on a trouvé des groupes. Même ma famille qui habite en Colombie ou aux États-Unis m'a envoyé des groupes en anglais, en espagnol. Et comme ça, petit à petit, j'ai empecé à trouver des réseaux, des familles qui vivent la même situation que nous. Et c'est là où j'avais pris comment, que c'était la procédure, la démarche. Donc, finalement, il y en a beaucoup d'informations, mais c'est pas aussi répandu comme d'autres choses. Donc, D'accord. Ok. Ok, ok. On va retourner un petit peu en Colombie si tu veux bien, Alina. oui, Alors, je sais que, bon, tu dis que tu n'avais pas de frères et sœurs et tout ça, mais tu avais des neveux et des nièces. Est-ce que chez toi, les bébés sont allaités majoritairement ou pas longtemps? oui. Ouais. Chez moi, tous les posent la question à un bébé. Les bébés mangent quoi? La teta. La teta. Il me semble que j'ai déjà entendu ça chez toi. Voilà, la teta. La teta, c'est vraiment. Et en Colombie, on n'a pas forcément l'habitude de nourrir des bébés au biberon. Ouais. Un, parce que bah, le lait, c'est cher. Donc, et finalement, les familles, on va dire, qui allaitent, on va dire, c'est les familles, on va les dire, pauvres. Et Mhm. les familles qui n'allaitent pas, c'est des familles riches qui avaient la capacité d'acheter du lait commercial et d'acheter des biberons. Donc, et c'est le pourcentage au niveau de la population qui achète ça, c'est très peu parce que toujours, depuis, je pense que des siècles, tout le monde a nourri ses enfants vraiment au sein, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et donc, oui, toi, pour toi, du coup, c'était évident quand ton petit garçon est arrivé que tu allais l'allaiter, quoi. Oui, pour moi, c'est évident, même si j'étais pas forcément une bébé allaitée à long terme. C'était vraiment un souhait et c'est surtout parce que avec le recul des années, moi j'avais fait aussi des formations en health coaching pour m'intéresser un petit peu plus au système immunitaire, à tous ces types de choses. Et ben notre système immunitaire se forme vraiment même dès le ventre de la maman. Donc pour moi c'était une étape clé Ouais. et de faire un allaitement. Ouais, toi c'était vraiment miser sur la santé de ton petit garçon en l'allaitant dès. Ouais.
et aussi, c'est devenir accord avec notre nature, en fait, Mm. avec notre nature des mammifères. C'est, je sais pas, je trouvais pas logique dans mon cerveau et pas l'été. C'est Non, non, mais je comprends, je comprends. Enfin, c'était. un peu l'instant naturel, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et donc, est-ce que les petits Colombiens dorment aussi avec les papas, les mamans, ou comment ça se passe le sommeil des enfants, des tout petits? Avec les sommets de tout petit, ça dépend un peu plus ou moins des familles. Nous, on a quelque chose, c'est que la maman, par exemple, pour moi, c'était hyper important et moi, je remercie 10 000 fois ma maman pour tout son accompagnement. Pour nous, quand on a l'opportunité d'avoir notre maman proche, ben, on essaye de passer ces premières 40 jours après la naissance, donc des postpartum, vraiment avec ta maman ou quelqu'un de confiance qui va prendre soin de toi, Mm. mais aussi qui va prendre soin de ton bébé. Et on choisit de manière aussi bah, logique notre maman en disant comme j'ai besoin d'apprendre aussi à dire maman. O sea, même si tout devient dans ta nature, ton Ouais, modèle de manière instant, c'est ta maman. Donc, les mamans, du coup, en Colombie, las abuelas, les grands-mères, sont un peu aussi ces bras qui vont aider aussi à que ton bébé dorme bien. Donc, chez moi, c'est super logique de porter un bébé pour qu'il s'endorme. Même si, voilà. ouais. C'est rare les personnes qui te disent, bah, il faut le poser pour qu'il s'endort toute seule. C'est assez rare. Tu commences à le faire parce qu'il faut que tu ailles travailler, quoi. D'accord. Sinon, on essaye. Il y a toujours quelqu'un qui peut porter le bébé pour qu'il dort. Donc, on sait que les petits n'est pas avec un sommeil parfait. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas une perception de que ce soit difficile. Parce Mm. que comme on le porte toujours, c'est vraiment dans le confort. Ok. Mais ils sont aussi des cycles de sommeil. Il y a des bébés qui dorment mieux, il y a d'autres qui non. Mais Mais ce que j'entends, en fait, la grande différence, c'est qu'il y a toujours quelqu'un, un autre adulte à proximité à qui tu peux donner le relais, quoi. oui, c'est ça. C'est Alors, ça. alors qu'en France, finalement, on se retrouve vite isolé, papa, maman, le bébé, ou les grands frères et les grandes sœurs s'il y en a. Mais finalement, la maman, elle est à la maison un peu plus longtemps que le papa retourne travailler, et ben, c'est toujours la même personne, ou beaucoup enfin, c'est toujours la maman qui porte l'enfant, et quand on a envie de souffler, quand on aurait envie de, voilà, et ben, il y a personne, quoi. Oui, c'est ça. Et- Non, non, on essaye vraiment d'essayer de trouver un peu cet équilibre-là. Moi, j'ai eu la chance que ma mère, pas longtemps dans la naissance de Emilie, avait décidé de déménager en Espagne. Donc, ça a permis un peu à alléger la chose. Mais oui, on cherche toujours quelqu'un en relais qui peut nous aider avec ces petits bébés qui naissent, ouais. qui sait rien, qui découvre le monde, et qui avait connu vraiment seulement le ventre des mamans. Et quand il avait envie de dormir, bah, il avait maman qui bougeait un petit peu moins. Mais c'était son petit cocon. Donc Ouais. là, de manière quand elle sort, bah, il faut qu'il s'habitue à connaître le jour et la nuit. Et Mm. voilà, ces petites adaptations. Donc il a toujours, on essaye de trouver culturellement quelqu'un qui nous accompagne en fait. Ouais, et puis peut-être que ta maman, elle te faisait un petit peu tes repas ou elle s'occupait un petit peu de ta maison, enfin les choses de la vie, mais qui sont des fois pas faciles à faire quand tu as un tout petit et qui t'aide beaucoup et qui est beaucoup à bras, quoi. Oui, c'est un peu ça. Et je me rappelle toujours, ma mère m'a demandé, bah, en quoi tu as besoin en quoi je peux t'aider en fait. Elle m'a posé vraiment littéralement la question. Et moi, je trouve ça très important parce que des fois, on peut voir les familles en disant oui, je vais te donner un coup de main avec le bébé. Finalement, ce bébé, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que ses parents. Mais c'est ces parents-là qui ont besoin d'aide surtout. C'est ça. Donc, je me rappelle que ma mère m'a posé cette question-là et j'ai dit, bah, en fait, moi, j'aimerais bien que tu m'aides à prendre soin de moi de ma maison, de que ce soit dans un endroit agréable, de toutes les conditions qu'on a besoin. On a envie de nourriture, mais on a envie aussi d'une maison propre parce qu'on ne veut pas se retrouver avec plein de couches, plein de linge, des paniers énormes.
Donc, avoir quelqu'un qui peut t'aider sur ce relais, je me rappelle tellement ma mère m'a posé la question. Et c'est comme ça qu'il s'est créé aussi un très beau dynamisme aussi avec mon mari, parce qu'il faut pas non plus se nier, c'est avoir ta belle famille chez toi. Ouais, c'est ça, c'est Et, ça. et ça peut être pris en notre univers d'une certaine manière envahissante, en fait. Ouais. Donc, c'est vraiment des accords, ça, c'est vraiment des préparations. Moi aussi, on a eu des discussions avec mon mari, on s'est posé qu'est-ce qu'on souhaite faire, qu'est-ce qui c'est important pour toi, qu'est non. Et par exemple, après tous ces accords qu'on a fait, par exemple, Rodrigue m'a dit, à un moment, je me sentis un peu seule, j'aurais aimé aussi avoir quelqu'un qui soit un soutien pour moi. Ouais, ouais, Et, et là, aujourd'hui, on prend le recul, on se dit, ah oui, bah, c'est vrai qu'elle m'aurait dit, j'aurais besoin pas d'être aussi ma maman pour ouais, qu'il m'explique comment ser un meilleur papa. Et du coup, on l'a pas pensé. ouais, Et on s'est dit, bah, toi, de l'expérience, on apprend. Et si demain, je sais pas, Emilio a un bébé ou quelque chose comme ça, tu sais que lui, il va avoir besoin de toi et tu vas te positionner d'une manière différente. Mais je pense que ça facilite. Moi, j'ai eu quand même un postpartum très agréable et très sereine, surtout pour pouvoir accompagner un milieu avec tout ce qui déclenchait vraiment la suite de sa naissance. Mais mhm, c'est parce qu'avec mon mari, on s'est préparé. Je pense que faire appel, par exemple, à toi, quand on a eu vraiment cette première rendez-vous, pour que tu nous expliques ce qui allait se passer dans notre entourage. Parce que, mine de rien, nous, en étant femmes, comme c'est à nous de vivre, on va dire, biologiquement cette grossesse, notre cerveau commence vraiment à chercher les informations. Un homme perçoit des manières différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas, mais c'est difficile de comprendre un processus biologique quand tu ne le ressens pas. Parce que les hormones chez eux changent légèrement, mais c'est pas autant. Donc, dès l'intérieur, l'expérience est complètement différente que quand on la voit de l'extérieur. Et moi, je me rappelle de cette première rendez-vous. Après, en discutant, ça, c'était comment prendre conscience dès le moment de l'arrivée. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé avec ce premier rendez-vous, c'est comment on l'a finalisé en disant, vous en voulez quoi en fait? ouais. Vous comme famille, vous comme couple, comment vous voyez ce moment? Qu'est-ce qui est important pour vous, pour le... Et finalement, je pense que si on n'avait pas eu la question de nous poser avec toi, on ne saurait peut-être pas posé les questions. Oui, 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 oui. Et puis, je me souviens quand vous m'avez appelé à la maternité, je vous ai juste trop dit deux ou trois trucs, mais du coup, vous aviez les informations et du coup, c'était clair, quoi. Il n'y avait pas d'hésitation, vous n'étiez pas en train de choisir, de vous poser des questions, vous saviez vraiment ce que vous aviez envie. Et voilà, et c'était juste un petit moment de vulnérabilité qui est normal parce qu'une naissance, c'est tellement, enfin, émotionnellement, c'est tellement fort, quoi. Mais vous étiez plus au stade de vous poser les questions. C'était vraiment clair dans votre esprit à tous les deux. Oui, voilà, c'est vraiment quand même cette préparation en amont qui aide quand même à soulager ce moment, même si une naissance, moi, des fois, j'aime bien les dire à les personnes qui me disent comment ça se passe un peu, voilà. J'ai dit, c'est vraiment et on a des jours de lumière, mais on a des jours vraiment d'obscurité. Et ça reste quand même beau dans l'ensemble, pour le dire comme ça, mais c'est parce que dans le noir, il y a aussi la beauté, en fait. C'est ça. Et c'est vraiment tout ce dynamisme qui se gère autour. Que si on se prépare en amont, je pense que ça aide, en fait, à trouver les outils, à marcher plus tranquillement, plus sereinement. Ouais. Et puis il y a vraiment toute cette phase là où la maman elle donne naissance et vraiment tout son corps, enfin son esprit presque se déconnecte et tout est dirigé, toutes ses forces, toute son énergie vers la naissance de son bébé et c'est là que le rôle du papa est tellement précieux quoi. Parce que ce que vous avez décidé ensemble, eh ben, c'est toujours, enfin, il est là pour le rappeler aux équipes médicales, etc. Quand toi, ben, vraiment, tu es concentré sur la naissance de ton bébé, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment, ça permet vraiment un vrai relais. Après, moi, quelque chose qui vraiment je regrette un petit peu par rapport à le moment de ma maternité où mon bébé est né, c'est que moi, je suis, on va dire, un peu les conséquences de la cinquième vague Covid. Donc, qu'on n'avait pas forcément, les papas n'avaient pas l'accès à la maternité à 100%.
Ouais. Donc, en gros, mon mari pouvait venir qu'une heure ou 2 heures l'après-midi seulement. Et après, bah, il partait et voilà. Enfin, je voyais mon mari que 2 heures à la journée. Et c'est quelque chose que j'ai pas su en amont. Ouais. Donc, j'étais vraiment surprise. Et le jour que j'arrive à la maternité, il me dit, bon, mon mari vous laisse là et il peut revenir demain que 2 heures à la journée. J'étais comme, mais ça, pourquoi en fait vous m'avez pas dit ça? Ah non, 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 c'est le Covid, voilà, c'est la règle. Bon, d'accord. Et finalement, je me trouvais comme, bon, c'est là, j'ai pas le choix, il faut quand même que mon bébé naisse. C'est des choses qu'on accepte, digamos, sur la route. Mais ça a été très douloureux parce que je me rappelle vraiment avant la naissance de Milio, j'étais vraiment très triste, je me sentais vraiment seule. Et, hum, et là, je me suis dit, j'ai envie de retourner en Colombie, o sea, je vais aller chez moi, quoi. Mais comme quoi la vie m'a mené aussi à une dame. C'était vraiment le truc qui m'a dit, moi je crois beaucoup au signe de l'univers. Et c'est une personne que quand je suis arrivée au bloc, parce que moi j'ai eu une césarienne, et quand j'arrive au bloc, la personne me parle en espagnol. Même avec ma tristesse et tout ça, Ouais. moi j'étais, c'est bon, c'est Ouais. là, et Ouais. ça va bien se passer. Ouais. Ouais. Et c'est une dame qui est aussi de manière aussi, dans toute sa générosité et tout son amour, c'est elle qui a décidé de dire ce que je voulais, je vous peux prendre les photos quand votre bébé naisse. Tout ce type de choses que moi j'aurais voulu que mon mari les fasse, que si mon mari pourrait être là, Ouais. mais et, je sais pas, la vie m'a envoyé elle. Et Ouais. du coup, elle m'a parlé en espagnol, elle a pris les premières photos quand Emilio est né. J'ai pu avoir tous ces moments-là et du coup, de ces photos. Et moi, j'ai dit, bah, c'était trop chouette. Ça, l'univers m'a envoyé quelque chose pour me rassurer. Donc, c'était un peu difficile cette période-là. J'avoue que aujourd'hui, je pourrais faire le choix. Aujourd'hui, je me renseignerai mieux par rapport à ça. Et Mm. je choisirais peut-être une maternité où le papa puisse avoir un rôle un peu plus long vraiment au moment de ce séjour-là. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, tu as trouvé cette petite lumière quand même dans ce moment compliqué où tu étais toute seule, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment trop, trop chouette. Je remercie énormément à cette dame-là. Même après, on l'a fait un petit cadeau avec des gâteaux qui fait un petit épicerie à côté de chez nous. Mais, mais c'était vraiment un truc très, très beau de l'univers. Et bon, plein de signes, ces jours-là, se sont présentés. Les personnes qui étaient au blog, c'était des amateurs de border collie. Moi, j'ai un border collie. Ça, vraiment, plein de signes comme ça que je me suis dit, Ça va bien se c'est passer. bon, ça va Ça- bien se passer. Donc, comme quoi, c'est vraiment, il a toujours de petites lumières et c'est pour ça que j'insiste, que vraiment, il a toujours la beauté de la chose, vraiment, même dans ces moments noirs, ouais, il a quand même une beauté. Ça, il y a quand même quelque chose qui peut donner la lumière, qui peut montrer un peu le chemin pour y aller. Et finalement, c'était des choses chez moi, on dit un peu un dicton que Dieu va déjà t'envoyer la croix que tu peux pas supporter. Et c'est vraiment, moi, je crois fermement à ça. Et c'est que finalement, il y a toujours en moi, il y en a toujours en ma famille, il y a toujours la capacité pour s'en sortir, pour pouvoir et apprendre et sortir les mieux de cette expérience. Et je pense qu'au cours de ma grossesse et jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui nous a vraiment donné beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de force comme famille et pour parcourir le monde, quoi. ouais, ouais. Super. Et juste, tu dis en plus de parcourir le monde. Alors, je sais que tu es retournée avec ton petit garçon en Colombie, que tu lui as présenté ton pays. Et du coup, comment ça s'est passé là-bas? Comment il a réagi? Est-ce qu'il a interagi avec d'autres petits-enfants? Enfin, raconte-nous un petit peu. Alors, c'était vraiment très émouvant parce que surtout, moi, ce but de ce voyage, c'était aller le présenter Emilio à ma grand-mère. Ma grand-mère, c'est une dame qui a 98 ans et je l'ai toujours dit qu'un jour, je le présentais à ma famille, mon mari, mon bébé. Enfin, c'est des discussions des petites filles qui on disait comment, abuelita, tu vas connaître jusqu'à que moi je me marie, j'aurai des enfants et tout ça.
Et justement, avec tout le Covid, tout ce type de choses, bah, on n'avait pas pu retourner. Et moi, c'était un peu le but de ce voyage-là. Donc, et du coup, c'était super chouette parce que tout le monde attendait Emilio. Et grâce à la technologie, on se voit des photos et tout ça. Je l'avais montré en amont, vraiment, toute la famille qu'il allait rencontrer. Donc, pour lui, il avait des visages. Je me dis, comment, j'ai vu cette personne-là, mais cette personne parle, cette personne a des expressions, tout ça. Et c'était trop mignon parce que Emilio, justement, il commençait vraiment à avoir le mélange des deux langues. On est parti en Colombie. Donc, moi, j'ai toujours parlé en espagnol, mon mari toujours en français, mais le français, ça restait quand même sa langue majoritaire. Donc, c'était trop mignon de vraiment les voir commencer à utiliser ces petits vocabulaires qu'il avait en espagnol. Ouais, super. Donc, de dire casa, de dire agua, ces petits trucs, c'était vraiment merveilleux les voir interagir vraiment déjà avec les grands. Et il a pu interagir aussi avec d'autres bébés parce que du coup, de mes copines de l'école, et j'étais la première à avoir un bébé et après tous les autres Oui. ont suivi. Donc, c'était super chouette de voir la rencontre avec tous les petits bébés. Donc, c'était vraiment chouette. Et qu'on voit, des fois, on se dit non, mais la langue et machin, il va rencontrer. Non, non. C'est, c'est une adaptation totale. Culturellement, vraiment, Emilio, je pense que c'est aussi son tempérament aussi. Lui, il a un tempérament très doux vers aller vers les gens, vers le partage, vers la curiosité. Donc, c'était vraiment trop chouette voir lui montrer aussi d'autres choses de la nature. Et surtout qu'on a fait un voyage vraiment un peu dans sa maison de campagne. Et lui montrer un peu les beaux paysages de la Colombie, tout ça. Il était vraiment aux anges. Donc, Super. Ouais, donc vraiment un super souvenir, aussi bien pour toi, pour ta grand-mère, et puis le voir évoluer dans ton pays et ton petit garçon. ouais, il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est le côté de la nourriture, parce que même si ça fait des années en France, on essaye de faire comme petit à petit des repas un peu colombiens, des choses comme ça, mais c'est pas le quotidien de ma maison en fait. Moi, je pense qu'il dire qu'on mange 90% français et un 10% des choses colombiennes. Donc, finalement, le fait d'aller en Colombie et voir comment Emilio pouvait goûter aussi à ces autres saveurs un peu plus autochtones que moi j'avais mangé, parce que par exemple, chez moi, on fait des galettes de maïs, des ça pâtes. Et bah ici, on avait déjà fait certains, ma mère, quand elle vient, elle nous fait toujours. Et Emilio avait goûté, mais c'était pas son truc. Et là-bas, comme on le voyait, que c'était le truc de tous les jours, là, là, vraiment les goûter, mais en même temps, les déguster. Ça, c'était vraiment aussi cette découverte des saveurs. Et moi, je me suis dit, ah, c'est vraiment trop chouette. Profiter de ce moment-là aussi pour lui montrer les choses de la nourriture. Mais je sais pas si le contexte ou qu'est-ce qui fait que ça a donné beaucoup plus d'effet à le moment de déguster le repas. Ouais, ouais. Je vais te poser une dernière question pour finir. Donc, est-ce que dans ton pays, dans ta culture, il y a vraiment quelque chose de très chouette que l'on fait avec les enfants? Je sais pas, une histoire, une chanson, voilà, quelque chose qu'on leur offre que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui. Un truc chouette, quoi, de ta culture. Ok, bah, un truc chouette de ma culture, moi je pense que c'est un peu les chansons sont quelque chose qui marque vraiment beaucoup de la culture. Et moi j'ai quelque chose que c'est mon souvenir et je l'ai fait aussi avec Emilio. C'est vraiment ma mère qui me versait avec une chanson en particulier. Donc, depuis avant la naissance d'Emilio et avec la naissance d'Emilio, je me suis instruit beaucoup sur les conscious disciplines. C'est vraiment l'éducation un peu positive, mais c'est pas forcément le vrai nom en français. Je sais pas comment en anglais c'est conscious discipline. Et vraiment, j'ai trouvé quelque chose qui c'est un peu qui s'appelle en espagnol rituel amoroso, qui rejoint un peu cette partie qui faisait maman en fait, de manière on va dire inconsciente si ça a autant d'informations autour qui s'appelle vraiment Un rituel amoureux. Et du coup, moi, par exemple, avec Emilia, j'ai choisi une chanson. Pour moi aussi, je la connaissais depuis toute petite, et qui s'appelle la chanson de Mi carita redondita. Et du coup, bah, ça permet de montrer les yeux, la nariz.
Et toujours, vraiment, c'est la chantant en le regardant aux yeux. Donc, il est vraiment très proche de moi. Et surtout qu'il y a du contact physique et vraiment un moment de connexion. Donc, et moi, ça, ma mère les faisait de manière intuitive, on va dire comme ça. Et c'est après, vraiment, en ayant toutes ces informations, bah, c'est hyper positif parce que ça crée un lien vraiment avec ton enfant. Ça permet vraiment, avec ces petits moments, en fait, des fois, des gestions des émotions qui, pour les tout petits, des fois, c'est très difficile. Donc, ça permet, entre guillemets, mettre ton bébé et toi dans son petit cocon pour ce moment-là et reconnecter et on peut revenir aux sources, quoi. Donc, moi, c'est quelque chose qui j'ai fait très jeune à milieu et que bah, ma mère faisait avec moi. Donc, et peu importe la chanson, on peut choisir n'importe laquelle, quelque chose qui signifie beaucoup pour chacun ou pour ses relations familiales. Et c'est vraiment toujours, j'essaie de la chanter toujours trop proche de lui et elle le fait en rigolant. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment des souvenirs de ma maman et c'est aussi une manière de me connecter aussi avec ma petite fille à moi. Et je pense qu'en étant maman aussi, j'ai dû me connecter plusieurs fois à cette petite fille. Donc, voilà, Le pouvoir magique des berceuses. voilà. Super, super. Ok, ok, bah c'est super chouette en plus que tu lui rechantes maintenant des chansons que toi tu as entendues depuis toujours, quoi. Ouais, ouais. J'imagine ta petite fille intérieure aussi, ça lui fait beaucoup de bien d'entendre de nouveau ces chansons. Oui, oui, tout à fait ça. Après, bah, moi, cette aventure de devenir maman, ça a été, moi, par nature, moi, je suis une scientifique, donc j'adore manger, beaucoup d'informations aussi. Mais et ce qui m'a fait aussi devenir maman, c'est rien, ça. t'as- T'es nourri beaucoup d'informations, mais t'es obligé de passer à l'action, ça. Parce que des fois, on reste un peu en je me nourris, mais je passe pas forcément à l'action. Et en étant maman, ça c'est quelque chose qui faut y aller, quoi. Il n'y a pas, il faut. Il n'y a pas, il faut, ça, c'est vraiment, il faut donner, elle ne suivant pas. Donc, ça, c'est quelque chose que j'avoue que de passer à l'action et tout ce type de choses, toutes ces démarches, ça enrichit et surtout apprendre que c'est surtout moi, étant enfant, qu'il faut que je travaille moi comme enfant pour comment était moi quand j'étais enfant. Et c'est vraiment impressionnant comment ça t'amène aussi dans les choses positives ou dans les choses négatives de l'enfance. Donc, et je trouve ça génial parce que c'est vraiment une opportunité énorme, Ouais, soit pour faire les choses encore meilleures, ou ouais, soit une opportunité de réparation. c'est ça. Une opportunité de réparation, pas forcément parce que j'ai le fond, une opportunité de réparation à mon enfant, c'est une opportunité de réparation et de sanation pour moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose un conseil que je donnerais vraiment à tous les parents qui commencent ce parcours ou qui y sont déjà depuis longtemps. Qui prendre ça comme une opportunité vraiment pour pouvoir grandir, pour pouvoir, s'améliorer chaque jour, en fait. Ouais, ouais. Et vraiment, je trouve qu'à le moment où on devient maman, c'est vrai, il y a comme si toute notre enfance qui revenait comme ça. Hein, c'est quelque chose, des choses qu'on avait oubliées qui reviennent. Et puis des fois, c'est pas facile, des fois, c'est dur. On n'a pas forcément vécu des choses sympas. Mais pour nos enfants aussi, ça vaut le coup aussi d'aller travailler, et d'aller se guérir, nous, parce que peut-être que pour nous, on ferait pas forcément, mais pour le bien-être de nos enfants, on se dit, bah si, si, il faut que je me donne les moyens de guérir ça et pour lui et pour moi aussi, quoi. Oui, tout à fait ça et c'est surtout vraiment dans les convictions, les décisions, tout ça. Je pense pas que je prends les mêmes décisions, enfin ma force de décision ne vient pas pareil, depuis que je suis maman, en fait. Il y a quand même une intention vers quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je vais laisser? Qu'est-ce que l'action je vais faire mieux? Et c'est surtout quelque chose que j'ai trouvé très enrichissante aussi, c'est devenir beaucoup plus observatrice en silence et mettre les actions. Ça peut être avant, j'étais un peu plus dans le jugement. Aujourd'hui, je me dis, bah, chacun fait avec les outils qu'on a, avec sa boîte outils. Et du coup, voilà, c'est son parcours, c'est pas le mien.
c'est ça. Et voilà, c'est ça. Même si on est différentes, on est tous dans cette démarche de devenir les meilleurs parents et d'essayer au max. Et ça m'a servi aussi énormément pour ne pas juger que ma maternité va être meilleure que celle-ci de ma mère, parce que non, c'est complètement différente. Elle m'a donné certains outils qui aujourd'hui sont d'une grande richesse pour moi, mais moi aussi, j'ai pu apprendre quelque chose pour ma nouvelle génération, pour laisser quelque chose de mieux. Donc, Ouais, ouais, super, super. Je te remercie infiniment de tout ton partage, Catalina. C'était vraiment chouette, chouette. Merci beaucoup de nous avoir parlé de la Colombie et puis de l'arrivée de ton petit garçon ici en France. Je trouve que ouais, c'est vraiment très riche de mettre toutes ces cultures en perspective. Donc, merci à toi de me permettre une nouvelle fois de faire une interview de Maman du Monde. bon, merci à toi, Isabelle. Vraiment, vraiment, on est trop content de pouvoir partager mon expérience familiale et personnelle aussi. Ouais, Et vraiment, merci pour avoir créé cet espace. Pour moi, c'est une manière aussi de communiquer mon parcours parce que je pense que quelqu'un d'autre peut se trouver dans la même situation que la mienne. Et je pense que ça peut servir en source d'inspiration aussi. Et l'autre chose, c'est vraiment raconter quelque chose qu'on n'est pas seul. Il y a toujours de petites lumières partout, et comme toi aussi, qui nous accompagnent vraiment dans ce parcours. Et c'est une question de vision. Il faut regarder dans tous les côtés, il y a toujours un ange qui va apparaître. c'est ça. C'est ça. Bon, on va conclure là-dessus. Là-dessus, il y a toujours une petite lumière, quoi qu'on vive. Hein, c'est vrai, hein? Voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Merci beaucoup à toi. Je te fais des gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bah, allez, bisous. Bisous.